Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de podcast avec Virginie Salière que je suis évidemment hyper content de recevoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Virginie, c'est une super coach. Et Virginie, c'est une coach dont j'ai eu l'honneur et le privilège de la voir évoluer et grandir au sein du Boost Camp. Donc on va passer une heure de conversation, on se connaît déjà évidemment, et ça va être super cool. Ça va être trop bien. Virginie, c'est la coach des hypersensibles et hyper empathiques, faut le dire, qui veulent apprivoiser leurs émotions et savoir enfin dire non sans passer 10 ans sur le divan. Et là, j'ai lu ton profil LinkedIn que je connais très bien, évidemment, mais j'adore ce positionnement et j'adore ce que tu fais. Mais avant d'arriver là-dessus, je vais te poser la question que je pose à tous les... Hop, j'enlève ça, ça sert à rien. À toutes les personnes qui viennent sur le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois, Virginie? Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup, beaucoup, Cédric, de me recevoir dans le podcast. Je me suis pas du tout préparée parce que je voulais No rules. sorte, voilà, de façon spontanée. Donc, bah, on va dire que c'est l'histoire d'une petite fille très sage qui travaille très bien à l'école. Voilà, qui fait pas beaucoup de bruit, qui fait pas de vagues, euh, qui aime beaucoup les réunions de famille où on est super nombreux parce que c'est ça qu'elle vit quand elle est petite. Voilà, et euh, qui aime bien, ouais, qui aime bien le contact, aime beaucoup être entourée d'adultes parce que je suis la dernière de la fratrie. Euh, et puis qui est vite passionnée par tout ce qui est de l'ordre de la psycho en fait. Même si quand ça commence à m'intéresser, je sais pas que ça s'appelle de la psycho, mais c'est très vite ce qui m'intéresse. Et puis, elle va faire finalement des études d'anglais, parce que c'est un peu plus sûr, surtout à l'époque. Et donc, elle va aller à la fac, et puis elle va rien foutre à la fac. Donc, c'est un peu la première année où elle commence à pas être très sage. Euh, et puis finalement, elle va faire une école de langue, de traduction à Lyon. Et puis, petit à petit, son rêve d'aller à Paris va se concrétiser, va finir ses études à Paris, commencer à bosser à Paris, parce que voilà, Paris, pour elle, c'est là où tout se passe. Euh, et puis, voilà, elle va construire sa vie à Paris, ses amis, ses amours et tout ça, et continuer à pas mal voyager parce que c'est ça qui l'a fait vibrer. Et puis, après 20 ans en tant que salarié, et après avoir frôlé de près le burn-out et avoir vécu le Covid et perdu sa maman, elle décide d'un peu plus s'écouter et continuer à accompagner les autres, mais à sa façon, avec ses décisions, ses choix et en les assumant pleinement. Qu'est-ce qui fait que tu t'écoutais pas avant? Bah, je crois que j'écoutais beaucoup plus les autres, en fait. Je crois que c'est ça qui me nourrissait, c'était d'écouter surtout les autres, d'aider les autres. Je me posais pas la question de ma personne. Donc, avec les déboires que ça peut engendrer de pas s'écouter, quoi. Tu peux nous en citer? Euh, je pense que la déception faisait souvent partie de ma vie, d'avoir beaucoup donné, d'avoir aidé les autres et de pas forcément avoir le retour que j'espérais, même si c'était pas hyper conscient. En tout cas, je pense que ça en faisait partie. Euh, je suis toujours assez idéaliste, mais je pense que je l'étais encore plus jeune. Ce qui peut être aussi source de souffrance, euh, à trop idéaliser le monde. Donc voilà. Et puis, je pense que je me suis perdue en aidant les autres et à force d'être aussi
une éponge émotionnelle, ouais, à me maltraiter, ouais, quitte à sombrer dans la dépression aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu sombrais dans la dépression? C'est que tu ne t'écoutais pas assez et que tu voulais trop faire plaisir aux autres? Je pense que cela y a fortement contribué, ouais. Comment tu, euh, comment t'as fait pour détecter ça, en fait, pour identifier qu'en fait, il y en a marre, j'écoute trop les autres, faut que je m'écoute, quoi. Bah, en fait, le choix d'aller un psy quand j'étais en dépression s'est imposé finalement médicalement. Donc, du coup, ça m'a obligée à faire un travail d'introspection et ça m'a permis de mettre le doigt là-dessus, en fait. C'est quoi être une éponge émotionnelle? C'est c'est de ressentir les émotions des autres presque comme si tu étais à leur place, en fait. Hmm. Donc, c'est d'absorber absorber la tristesse des autres, mais aussi la joie et l'enthousiasme, hein. Tout est très communicatif, pas que les émotions difficiles ou douloureuses, mais aussi la joie, euh, les passions, euh, tout ça aussi, et tout ce qui est gai, la gaieté, mais, mais aussi tout ce qui est difficile, la colère, l'agressivité, la tristesse. Ouais, je pense que j'ai absorbé tout ça et n'ayant pas conscience de ce qui se passait, bah, je l'ai gardé en moi, quoi. Donc, du coup, au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait un trop-plein. Et le trop-plein s'est matérialisé, ouais, en dépression. Comment ça se c'est quoi le quotidien d'une personne, du coup, hypersensible? Puisque j'imagine que c'est vraiment ça, le côté éponge émotionnelle. Euh, Qu'est-ce qui, pour des personnes qui ne le sont pas, enfin, comment des personnes qui ne le sont pas peuvent comprendre la difficulté des personnes qui le sont au quotidien? Et je te pose cette question parce que dans ce que tu crées comme contenu et dans ce que j'ai vu, et puis parce que je te connais, et puisque je connais Mm. pas mal d'hypersensibles, je sais qu'il y a des petits détails qui peuvent faire la différence là où d'autres ne le verraient pas. Mais est-ce que tu peux nous expliquer le quotidien et en quoi c'est difficile pour des personnes, voilà, éponges émotionnelles, hypersensibles, etc. Bah, en fait, c'est qu'on capte, c'est comme si on avait des capteurs plus fins, plus aiguisés que le commun des mortels. Voilà, ça concerne en gros une personne sur cinq, cette hypersensibilité. Il y a encore plein de gens qui ne le savent pas, Mhm. euh, qui constatent en fait les conséquences sur leur mental et sur leur corps, mais qui ne lisent pas ou qui ne consultent pas, ou donc qui ne se posent pas la question, donc qui ne savent pas qu'ils sont hypersensibles. Mais en tout cas, en gros, c'est une personne sur cinq. Et c'est comme si on avait plus de capteurs ou des capteurs plus doués pour capter les moindres détails euh, et les moindres nuances dans les émotions des autres. Une posture, un rictus, un mouvement de la tête. Donc on capte une certaine finesse. Alors du coup, on pourrait se dire, bah, c'est génial de pouvoir capter ça. Mhm. Alors Ouais. c'est génial. C'est génial à partir du moment où on le sait et où on peut l'utiliser à bon escient, entre guillemets. Euh, Parce que sinon, c'est vrai que ça génère un trop-plein de stimuli, un trop-plein de sensations, d'émotions. Et si on ne sait pas vider le réservoir de temps en temps, bah du coup, ça explose plus vite que la moyenne aussi, quoi. Et comment on vide le réservoir? Alors comment on vide le réservoir? Eh ben justement, ouais, on apprend à se questionner et on se rend compte qu'il nous faut effectivement des espèces de sas de décompression. Euh, et donc ça va être
chacun a ses méthodes, mais par exemple, moi, ça va être passer des moments seul. Ça va être aller marcher. Ça va être aller me faire un cinéma toute seule. Hmm. Je me souviens, c'est un souvenir qui me revient maintenant, que ma maman comprenait pas pour quel plaisir j'avais à aller au cinéma seule. Ok. Et ça l'inquiétait plus qu'autre chose finalement. Alors que pour moi, c'était ouais, régénérant, quoi. C'est ça qui me faisait remonter les batteries et l'énergie, en fait. Ta maman, elle n'était pas hypersensible? Je sais pas. Tu sais pas? Je me pose beaucoup la question ces derniers temps parce que l'hypersensibilité se transmet très souvent. Donc, je me suis posé la question, j'ai pas la réponse. C'est possible. Hmm. Euh, Tu disais que tu as dit que les hypersensibles, souvent, donc il y avait une personne sur cinq à peu près Ouais. qui le serait, qui pourrait l'être, et souvent ils ne le savent pas. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Je crois qu'il faut être curieux. Ouais. Je crois qu'il faut être curieux pour essayer de savoir. C'est-à-dire que faut lire sur Internet, faut parler avec les gens autour de soi. Euh, on en parle de plus en plus de l'hypersensibilité et je pense pas que c'est juste une mode. Euh, Moi, je l'ai découvert parce que j'ai discuté avec une amie et qu'elle m'a dit, ah, je pense que ma fille est hypersensible. Et à l'époque, et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 3 4 ans, quand elle m'a dit, je pense que ma fille est hypersensible. Moi, je crois que c'était juste hyper, l'adverbe, sensible, l'adjectif, et Mhm. que on dirait, on disait hypersensible comme on pourrait dire, elle est hyper sympa, Oui, elle est c'est hyper vrai. heureuse. C'est ça le problème, c'est que ces mots, bah oui, sont empreints enfin, un truc très très banal. Et voilà, juste un excès de sensibilité, elle est un peu trop sensible et tout ça. Et puis quand elle m'a dit ça, ça m'a interpellée. Donc je lui ai demandé D'accord. un peu à quoi ça ressemblait. Je me souviens plus trop de sa réponse, mais je me souviens surtout qu'après, bah, je suis allée sur Internet et j'ai commencé à lire sur le sujet, quoi. Et puis au bout d'un moment, on trouve des ressources, on trouve des gens qui parlent de ça et on s'y reconnaît, on s'identifie. Donc à partir du moment où on s'identifie, on se dit, bah, c'est pas moi qui débloque, je suis pas seule à ressentir ça. Et donc ça existe. Et du coup, ça normalise ce qu'on peut ressentir. Et moi, je crois que c'est vraiment en échangeant avec les autres qu'on peut progresser en la matière. Alors oui, il faut avoir un minimum de curiosité au départ pour, euh, pour comprendre. Tu te souviens de ce qu'est-ce qui a provoqué le déclic, la phrase, le mot, où tu t'es dit, enfin le truc où tu t'es dit, ah oui, effectivement, là c'est moi, dans tout ce que tu as lu ou entendu, ou est-ce que c'est un amas de connaissances? Je crois que c'est un amas de connaissances. Euh, mais là où j'ai vraiment tilté en me disant, c'est sûr, je suis hypersensible, c'est quand j'ai lu sur l'hyperacousie, c'est-à-dire la sensibilité exacerbée à certains bruits. Ouais. Et là, je me Et suis dit que c'était tellement précis. Voilà, c'est ça qui m'a fait tilt. tu penses à quel bruit? Quel type de bruit, toi, qui peut te déranger? Je suis curieux. Plein. La vaisselle surtout. La Voilà. vaisselle, ok. Le bruit de vaisselle, des couverts sur la vaisselle, là, c'est. Je pars à l'autre bout. Je pars à l'autre bout de l'appart. Ça, c'est très. Sauf si c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Quelque part, le bruit que je fournis, que je produis moi, ne, ne me dérange pas, Hmm. même s'il a l'air d'être similaire à celui que mon mari ou mes enfants vont faire à côté, quoi. Je m'arrête là-dessus parce que la première fois que je me suis intéressé à ce sujet de l'hypersensibilité, c'est quand j'ai lu un livre de Fabrice Midal, qui est très Ouais, connu qui est très connu déjà ouais. et qui en parle très bien dans son livre Suis-je hypersensible, je crois.
Et ce qui m'a marqué dans son livre, il y a d'autres choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que moi, comme beaucoup de personnes, je pense, qui ne connaissent pas l'hypersensibilité, enfin, enfin, comme beaucoup de personnes, point, euh, on a tendance à penser que l'hypersensibilité, c'est un trop-plein d'émotions. En fait, Mmh, je capte plein d'émotions, voire je sais pas gérer les émotions. que Évidemment, ça. Ouais. il y a de ça, évidemment, mais c'est pas que ça. Ce Non, que c'est pas j'ai que compris, en tout cas, et ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est que c'est aussi et avant tout une forme d'hypersensorialité, c'est-à-dire qu'en fait tes mmh, sens sont décuplés, et une lumière, un bruit, un tissu mmh, peuvent te gêner mmh, plus que d'autres personnes. Et en fait, ça m'a fait. J'ai vu ma femme, notamment ma femme, je pense qu'elle a de l'hypersensibilité, puisque très régulièrement, par exemple, elle, c'est la lumière quand on va au restaurant ou dans les ouais, endroits. Tout ouais, de suite, elle regarde s'il y a une lumière au-dessus d'elle, ça va la gêner, ça va lui faire mal à ouais, la tête, quoi. Tu vois, ça me fait écho à toi par rapport au son. ouais. Le son aussi peut la gêner. Qu'est-ce que tu en penses de ça, du fait que on associe un peu trop, je pense, l'hypersensibilité au côté juste émotionnel, alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses. Hem, Peut-être parce que, entre guillemets, «le symptôme le plus flagrant et le plus facile à comprendre», c'est ces émotions qui font les montagnes russes, quoi. Ça peut être la colère, la gaieté, la joie et la tristesse, tout ça en quelques heures. Peut-être que c'est le plus flagrant, le plus facile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Hmm. Et que, pour, et que ceux qui ne le vivent pas, finalement, euh, on caricature pour mieux comprendre ou s'en souvenir. Ouais, Mais effectivement, quand on dit que quelqu'un, cette personne, elle est vraiment sensible, bah, on imagine tout de suite être en proie aux larmes très facilement. On exact. n'imagine pas autre chose. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit finalement. Ouais, c'est très juste. Et d'ailleurs, ça a longtemps été un vecteur de presque un défaut ou une faiblesse en entreprise, par exemple, hein. Je pense à Mais l'entreprise que j'ai été. je crois que ça l'est encore. Hein. Tu penses? Ah ouais, je crois que ça l'est encore. Ça l'est encore parce que je vais te raconter une toute petite anecdote. Euh, j'ai créé un espèce de fan club quand j'ai lancé mon activité de coaching pour les hypersensibles et je demandais aux personnes très proches de moi de me soutenir sur les réseaux sociaux et, et, et certaines personnes ont osé me dire bah ouais mais si on soutient tes publications, moi avec mon job, ça va paraître suspect, quoi. Suspect en quoi? Ben, tu comprends si on imagine que potentiellement je suis hypersensible, Hmm. bah, au niveau de mes responsabilités, ça me gêne un peu. Et je le comprends très bien. C'est symptomatique du fait que bah, pour l'instant, en entreprise, Ouais, il y a des clichés liés à ça et on mettra du temps à s'en débarrasser. Donc c'est toujours le cas. Hein. Même si je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans la capacité à pouvoir exprimer ses émotions au travail, on parle beaucoup d'empathie. On dit que c'est la qualité numéro une chez les grands leaders. hmm. Donc ça commence à venir, mais c'est pas encore ça quand même. Hein. Non, non, mais c'est vrai que ça commence à venir, comme tu le dis, puis l'arrivée un petit peu des soft skills il y a une vingtaine d'années a pas mal libéré ça, je trouve quand même, Ouais. entre autres, et plein d'autres choses, le coaching évidemment, et plein de choses, mais euh, En fait, c'est que l'hypersensibilité est encore perçue comme une vulnérabilité. Et, oui, et, et la plupart des personnes ont encore beaucoup de mal à exprimer leur vulnérabilité. Donc, hmm. les mentalités changent, mais ça prend du temps. Donc, il faut faire de la pédagogie finalement. Toi, tu es à l'aise avec ta vulnérabilité? Ouais, ouais, je suis à l'aise. Ouais. Ouais, j'ai pas de mal à dire.
Bah voilà, que j'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie. Je m'en suis sortie, je suis fière de m'en être sortie. Euh, j'ai pas de mal à dire que l'hypersensibilité, c'est souvent aussi de la susceptibilité. Mhm. En fait, à partir du moment où on ne nomme pas, on ne peut pas travailler dessus. Mhm. Ok. À partir du moment où on ne se connaît pas bien, où on ne reconnaît pas sa vulnérabilité, on ne peut pas travailler dessus pour moi. Donc, il y a forcément une phase de... Tu dis hyper susceptibilité? Ah Tu associes aussi ça. ouais, ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est souvent lié à un manque d'estime de soi. Ouais. Et donc, je me souviens que plus jeune, j'étais beaucoup plus susceptible. Je prenais les choses pour moi. Mhm. Mhm. Ouais, je Et, vois. et petit à petit, en travaillant sur moi-même et en... Ouais, c'est une introspection, c'est un travail avec des professionnels. On se rend compte que il y a une espèce ouais, une espèce de petite paranoïa quand on est hypersensible. Ouais, je comprends. Je comprends. On prend les remarques, on prend les remarques sur le versant négatif et en plus on les prend pour soi. Mhm. Le côté déceptif que tu disais en Ouais, introduction. Mhm. ouais, Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les hypersensibles ont un pouvoir qu'ils utilisent mal avant de travailler dessus, hein. complètement ça. C'est un super pouvoir. Pour moi, c'est un super talent. C'est vraiment, voilà. Mais voilà, il faut savoir l'utiliser. Moi, ça me fait penser des fois à ce petit téléfilm là, Ma sorcière bien aimée que j'adorais quand j'étais petite. Euh, la petite là, Tabata, quand elle est dotée de ce pouvoir là, toute jeune, elle sait pas quoi en faire et ou même Samantha, sa mère, quand elle apprend à gérer son don. Sinon, avant, elle fait des conneries avec. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est Bah un en peu fait, ça. j'ai pensé à ça quoi. C'est un peu c'est ce que j'observe aussi. Comment est-ce qu'on sort de la dépression? Comment on sort de la dépression selon le degré de gravité, déjà, on voit un psychologue, un psychiatre, euh, ça c'est sûr. Euh, le fait d'être entouré, bah, ça on le maîtrise pas, mais c'est quand même un critère qui participe aussi à la guérison, c'est certain. Et on s'en sort, ouais, parce qu'on consulte et parce on accepte de faire confiance aussi à l'autre. Et en même temps, on démarre un travail sur soi. Donc, on prend son courage à deux mains pour aller explorer des trucs désagréables, inconfortables chez soi. Tu penses que les hypersensibles sont plus sujets à la dépression? Oui, Hmm. ouais. Il y a pas d'études scientifiques, à mon sens, sur le sujet, mais tout porte à croire qu'effectivement, il y a une proportion d'hypersensibles qui sont effectivement plus sujets au burn-out et à la dépression. Est-ce que je connais pas cet état émotionnel et physique de la dépression. Euh, du coup, je me pose la question parce que des fois, je vois passer des choses aussi super intéressantes, notamment une publicité qui avait été vachement bien faite, qui mettait en avant le fait que les personnes dans ces états-là ne le montrent pas forcément. Et en fait, l'entourage le voit pas. On a l'impression que la personne va bien alors qu'en fait, ça va pas du tout. Ouais. C'est le cas? Ça a été le cas pour toi d'ailleurs? Euh, je pense qu'on a tendance, ouais, à faire semblant d'aller bien. Et moi, alors, je suis un peu plus nuancée là-dessus. Hmm. Je pense qu'il y a des moments où faire semblant peut aider. Ok. Je pense alors, en état dépressif ou pas, mais je pense qu'il y a des moments où quand on se convainc que ça va le faire,
quand on visualise positivement, je pense qu'il y a des circonstances et des personnes qui font que, tu sais, c'est fake it until you make it. Donc, faire semblant jusqu'à ce que vous puissiez vraiment l'incarner. Je pense que des fois, ça peut être aidant. Hmm. Maintenant, oui, si tu as une espèce de masque et que tu passes tes journées à faire semblant d'aller bien et que tu es incapable d'exprimer ton malaise, ta souffrance, quoi qu'il, bah ouais, à un moment donné, tu t'effondres. Donc, je suis assez nuancée, en fait, Hmm. sur ça. En quoi, selon toi, le coaching peut justement, alors pas pour le côté dépressif, mais en revenant sur le côté hypersensible, hein, parce que ce que tu dis, j'aime bien la manière dont tu l'exprimes, c'est que tu as des personnes qui sont dans ces situations sans avoir à passer 10 ans sur le divan. Donc il y a un côté justement, on comprend tout de suite que il y a un côté efficacité, Ouais. peut-être rapidité, je sais pas. En quoi le coaching peut aider les personnes dans la situation en détresse émotionnelle à cause de leur hypersensibilité ou en tout cas dans cette situation? En fait, je pense que le coaching, c'est un accélérateur parce que il est naturellement porté sur l'action. Hmm. Et je pense que c'est ça qui fait le plus de bien. Euh, et moi qui ai passé effectivement du temps, alors pas forcément sur le divan, mais sur une chaise, c'est plutôt psychanalyse et j'ai pas fait de psychanalyse, mais j'ai fait une psychothérapie. Mais voilà, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Euh, les personnes, je me souviens d'une personne qui me disait, moi j'ai besoin qu'on m'écoute, mais je veux pas que de l'écoute. Je veux Hmm. pas de l'écoute. Et moi j'ai adoré ce travail en psychothérapie, mais je pense que à un moment donné, ça aurait été super utile et super complémentaire que je découvre le coaching pour moi un peu plus tôt et en parallèle des séances chez le psy parce que ça m'aurait remis dans le mouvement plus vite. Oui. Et donc, je pense fondamentalement que le coaching peut être complémentaire à une psychothérapie. Après, voilà, c'est du cas par cas, hein, c'est sûr. Et ça dépend du degré de gravité, de sévérité de la dépression et des symptômes. Mais en tout cas, en cas de détresse émotionnelle qui ne t'empêche pas de te lever le matin et de gérer un minimum ton quotidien, je pense que c'est le coaching seul peut aussi euh, aider la personne à retrouver de l'énergie, à recharger ses batteries, à se poser les bonnes questions et à se remettre en mouvement plus vite. Est-ce que tu peux nous dire comment toi est-ce que tu fais avec ton programme Rebond? Parce que tu as un programme Rebond pour accompagner les hypersensibles, Mm. hyperactifs, justement à gérer tout ce qu'on évoque là, toutes ces difficultés, toutes ces détresses, toutes ces, euh, toutes ces douleurs aussi, j'imagine. Comment ça se passe avec ton programme Rebond? Comment est-ce que tu fais dans l'accompagnement de tes clients? Ah, je, je passe du temps je passe du temps d'abord selon la maturité de la personne. On passe d'abord du temps à mieux se connaître. Franchement, ça, c'est la base, quoi. Mieux se connaître, qu'est-ce qui me fait lever le matin, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie au quotidien, euh, quand ça va pas, qu'est-ce que je fais pour retrouver de l'énergie. C'est un peu la base, quoi. Pour moi, c'est vraiment les fondations. Hmm. Donc, faut passer, je pense, on passe du temps d'abord à faire ça. Ensuite, c'est beaucoup d'introspection, euh, euh, on explore. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont du mal, par exemple, à savoir dire non Oui, c'est vrai ça. dans leur vie privée ou au boulot. Euh,
Et on parle très concrètement des situations où elles n'ont pas pu dire non, où Hmm. elles ont dit oui en pensant non. Et donc, on va aller au plus profond de ce qui motive ce oui, alors que dans leur tête, elles n'ont pas envie, quoi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'introspection avec des questions, voilà, et puis des exercices entre les sessions. Moi, j'envoie aussi pas mal de recommandations de lecture, de podcasts à écouter. Euh, Quand la parole a du mal à se libérer, j'utilise aussi du photolangage. Euh, J'aime bien le travail de l'imaginaire et des métaphores, parce que ça permet de prendre pas mal de distance émotionnelle avec soi-même. Et des fois, c'est hyper puissant pour débloquer des situations, pour débloquer la façon qu'on a de voir les choses. Et j'aime bien quand tu as dit elles disent oui en pensant non. C'est vrai que le savoir dire non, enfin dire non, c'est dire oui à soi, hein. Ouais. C'est souvent très compliqué pour ces personnes-là. Et comment est-ce que dans tout cet accompagnement, vraiment cette phase de connaissance de soi, cette phase d'introspection, cette phase euh, j'aime bien le côté, tu travailles beaucoup sur le situationnel finalement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours où Mm. tu te sens en difficulté et viens, on va regarder, on va traiter ça pour que demain ça se reproduise plus. Plus tout ce que tu apportes comme outil, ce que tu viens de citer, photolangage notamment, et bien d'autres choses. Comment est-ce que à la fin ou vers la fin du programme, la personne a ce sentiment justement d'être passée à l'action, ou en tout cas d'être en mouvement plutôt, parce que c'est le mot que tu as dit. Euh, le passage à l'action, en fait, il intervient à chaque séance. Ok. Parce que à la fin de chaque séance, il y a un plan d'action. Hmm. Même si c'est une toute petite chose, hein, ça peut être oser prendre une carte de visite euh, dans, dans une auto-école parce que une- la personne n'a tellement pas confiance en elle elle aimerait bien être autonome, être indépendante et se remettre à conduire ou prendre des cours de conduite, mais elle n'y arrive pas. Hmm. Et parfois, la difficulté, c'est aller chercher une carte de visite dans la boutique, là, dans son quartier. Et voilà. Donc, c'est la moindre petite action. Moi, je suis partisante des tout petits pas. Hmm. Euh, et, et, et c'est important pour les hypersensibles de leur dire ça, c'est un tout petit pas, mais il faut bien commencer par un tout petit pas, parce qu'on est souvent très exigeant avec nous-mêmes et très perfectionniste. Et du coup, les petits pas ne comptent pas beaucoup chez les hypersensibles. En tout cas, ceux qui n'en ont pas conscience, c'est toujours, faut faire les choses en grand, faut que ça soit parfait, Hmm. euh, C'est mieux vrai que, ça, hein. etc. Et les petits pas, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert pour moi-même. Et voilà, célébrer les petits pas, voilà, c'est comme dans notre région de montagne. Pour aller au sommet. Et s'il y a 4-5 heures de chemin, il y a 5 heures de chemin. Donc, il va bien falloir entamer la rando par des premiers pas. Donc, ça paraît tellement bête, mais voilà, au lieu d'arpenter la montagne comme ça en frontal, et ben, on tourne et on monte petit à petit, quoi. Hmm. Ça me parle bien Et ça. ouais, ouais, mais la théorie des petits pas, c'est hyper important, je trouve, de faire comprendre aux personnes que j'accompagne que chaque petite action euh, va servir l'objectif final, quoi. Hmm, hmm. Et comment tu disais, euh, alors c'est sûr que la méthode des petits pas, c'est hyper important. Et j'aime bien les programmes de coaching où on n'atteint pas la fin pour avancer, quoi. Chaque séance Ouais. permet justement d'aller se confronter à la réalité. Euh,
Comment comment tu mesures tu parlais du degré, un petit peu du degré de maturité de la personne dans la connaissance de son hypersensibilité ou connaissance de soi. Comment tu Ouais. mesures ça face à, à des personnes qui te contactent? T'as des, est-ce que tu as des indicateurs, pardon, qui te permettent de dire, OK, là on part de plus loin, ou ah, OK, on est un peu au niveau au-dessus? En fait, ce que je mesure moi, c'est pas tellement. Effectivement, il y en a qui sont plus ou moins conscients de leur hypersensibilité. Euh, c'est pas tellement ce qui entre en jeu. Moi, je me demande à chaque fois, est-ce que je sens la personne capable de se remettre en cause et d'accepter un bouleversement de ses croyances, d'accepter une autre lecture des événements. Et clairement, récemment, euh, je rencontre parfois des personnes et je me dis, elles ne sont pas prêtes à entrer en coaching. OK. Comment c'est quoi tu peux nous préciser? Qu'on Ouais. comprenne? Euh, Ce sont des personnes qui sont avides de solutions miracles, avides de OK. recettes, euh, avides de tips pour aller mieux, pour régler une situation. Bah en fait, ça marche pas comme ça. Hmm. Euh, c'est touchant parce que ce sont des personnes qui, selon moi, sont pétries de peur et qui ont trop peur d'aller en profondeur pour OK. euh, trop peur, ouais, d'aller chercher en elles, trop peur je sais pas, de réaliser qu'elles ont passé X temps à se tromper ou X temps à montrer une fausse image d'elles-mêmes, X temps à faire semblant de dire, d'accepter tout ça. Donc pour certaines personnes, c'est trop douloureux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Aux personnes qui ont peur? Que le coaching ne les forcera pas à aller là où elles n'ont pas envie d'aller. Donc on met en sécurité les personnes. On ne peut pas les forcer à aller voir des choses qu'elles n'ont pas envie d'aller voir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les hypersensibles qui nous écouteraient? Que bah, comme dans Ma sorcière bien-aimée, j'ai envie de dire, chers hypersensibles bien-aimés, vous avez un talent, un don en vous, entre vos mains. Et effectivement, il faut juste apprendre à bien l'utiliser. Mais c'est un talent, c'est vraiment un talent. Comment, combien de temps dure ton programme Rebond, ton accompagnement? 3 mois. 3 mois. Comment est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets? Attends, pardon, je sens que je vais éternuer. Ça arrive. Voilà, c'est du live. Comment est-ce que, merci. Comment concrètement, tiens, je suis hypersensible. Je me dis, je veux absolument aller voir Virginie parce que il faut que je m'en sorte. Enfin, il faut que j'aille mieux, il faut que j'avance, etc. Euh, Comment est-ce que ce talent, qui au départ est du coup est une épine dans le pied pour ces personnes, j'imagine au début de Hum. l'accompagnement, parce que c'est voilà, comment ça devient un talent, tiens? Ça devient un talent. euh, Déjà, ça devient un talent pour elle-même, pour être mieux dans ses baskets. Il y a quelque temps, j'ai accompagné une personne sur 5 séances. Et déjà en 5 séances, le changement a été radical. Et la première chose, c'était d'accepter, d'expérimenter, de faire autrement. Hmm. Une fois, puis 2 fois. Juste
accepter d'expérimenter, de faire autrement. Parce que concrètement, c'est ça, c'est dire, par exemple, non à une personne qui, par exemple, vous semble abuser de votre gentillesse, à qui vous rendez service tout le temps. Ouais. Euh, Par exemple, voilà, je prends dans les exemples que j'ai vécus, une personne qui accepte systématiquement de corriger, par exemple, des mémoires, de corriger des thèses, et qui, parce que la personne est diplômée en littérature, et qu'elle est hypersensible, elle accepte de corriger des trucs gratuitement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des années. Ok. Et, euh, et à un moment donné, quand cette personne-là a besoin d'un coup de main de l'autre, elle se rend compte qu'il n'y a plus personne en face déjà, donc beaucoup de déception. Mais l'hypersensible, au lieu de se dire bah, je vais arrêter de donner à l'autre parce que j'ai même pas de retour minimum, elle va donner encore plus. Ok. Ouais. Donc c'est bizarre, mais on a fondamentalement le besoin d'être aimé et on va donner encore plus parce qu'on pense que c'est la solution. Euh, et ben juste d'expérimenter, de dire une fois non à la demande de service. Et puis ça s'apprend de dire non, c'est pas non, je veux pas, c'est bah non, je peux pas, non, mais je peux te proposer un contact qui pourra peut-être te donner un coup de main. Non, je peux pas sur le temps imparti, mais je peux peut-être te dire oui pour corriger une partie, mais juste faire un petit truc différent par rapport à d'habitude. Hmm. Et euh, est-ce que ça a des incidences sur l'entourage de tout d'un coup révéler son talent et puis l'utiliser et puis s'imposer, poser des limites et faire certainement d'autres choses parce que j'imagine aussi que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, ça change les relations avec les autres. Une fois qu'on s'assume, qu'on accepte et qu'on en fait une force et plus un problème. Ça change, ça change forcément les relations avec son entourage, que ce soit l'entourage professionnel, familial, Hmm. ça change tout. Et c'est pour ça aussi que je fais pas de différence, moi, entre le pro et le perso. C'est parce que pour moi, les sphères sont tellement imbriquées. Si on bosse sur de l'empathie ou du leadership en entreprise, la personne va forcément se comporter différemment à la maison et avec ses amis. Ouais. À moins d'être coupé en deux, je vois pas comment ça peut être autrement. Les deux sphères s'influencent mutuellement sans arrêt. Et tu as, toi, toi, pour toi ou tes clients, tu as observé des changements radicaux chez les autres? Ou des relations qui ont été coupées, carrément, parce que ça c'était plus possible? Euh, moi, je l'ai expérimenté pour moi-même, ça c'est sûr. Euh, je pense que les enseignements, par exemple, de la PNL m'ont beaucoup aidé à revoir aussi mes liens, mes relations, euh, dans le sens où de pas attendre quelque chose en face. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, en conscience, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, mais j'attends pas forcément un retour. Ouais, ouais, ça a changé pas mal de choses. Bah, ça change tout parce que du coup, je suis pas en attente, je suis pas en demande. C'est comme si on comptabilisait et qu'on était forcément en dette, ne serait-ce qu'avec des amis quand on s'invite les uns chez les autres à manger, à dîner. Euh, mais moi, je compte pas ça. Mais je l'ai eu compté. C'est pour ça, je pouvais me dire, ah bah là, c'est elle, bon, maintenant, c'est à nous de l'inviter. Bon, bah là, c'est nous, la prochaine fois, ce serait sympa qu'elle nous invite quand même, parce que... Mais je ne le fais plus.
Je ne le fais plus. Et c'est vrai en plus. Et je m'en fous complètement. Si je vois. C'est très concret comme exemple. Euh, Et j'ai pas, je culpabilise pas ou j'ai pas honte de le dire qu'avant je le faisais. ouais, ouais, bah, de toute façon, comme tu dis, c'est bien de dire les choses à un moment donné, hein. J'aimerais qu'on passe un petit peu sur ta casquette entrepreneuse. Euh, il y a à peu près un peu plus de 6 mois, tu as rejoint le Bootcamp. Ouais. Euh, euh, et déjà, ça, c'est chouette, parce que c'était super de te rencontrer et de te connaître. Et c'était super chouette En fait, moi, je m'attarde juste là-dessus 2 minutes, Cédric, parce que moi, quand je décide de faire une formation, d'intégrer un groupe, de me faire coacher, c'est à chaque fois à la base des coups de cœur. Et je crois Hmm. que les hypersensibles fonctionnent souvent comme ça. Parce que c'est une intensité dans l'émotion et c'est ça qui nous saisit et qui fait qu'on prend une décision. Donc, c'est souvent le coup de cœur. Voilà. Et c'est Merci. et c'est pas en analysant pendant un mois tous les bootcamps que j'ai décidé de faire le bootcamp de Cédric. Non, c'est le cœur. C'est Voilà. vrai que enfin, c'est vrai que j'ai senti que rapidement, tu t'es dit, ouais, ok, je veux venir. Et Ouais. d'où tu partais à l'époque, avant le Bootcamp? Avant le bootcamp, alors ça c'est terrible aussi parce que j'ai du mal à me souvenir. Mais en gros, j'étais pas encore sûre de vouloir accompagner les hypersensibles. Je crois que c'était en gestation, mais que je l'avais pas vraiment conscientisé. Et je me disais surtout, bah, c'est compliqué, va falloir que j'appréhende des outils compliqués. Euh, je voyais parler de tunnels de vente, rien que ça m'allergise en fait. Moi qui suis si accro à ma liberté, me retrouver dans un tunnel, ça m'allait pas du tout et je voyais pas mes futurs coachés non plus dans un tunnel. Donc, et j'y arrive toujours pas à imaginer des tunnels. Donc, je pense que j'avais plein d'idées, plein de potentiel, mais que je savais pas dans quelle direction aller. C'est surtout ça, quoi. Hmm. J'ai créé la structure de ma boîte, de ma micro-entreprise. Euh, commençais à, J'étais à fond sur Instagram, voilà. Je publiais aussi sur LinkedIn, mais en mode spontané, je dirais même impulsif, au gré des envies et du vent. Voilà, c'est ça. Hmm. Et qu'est-ce qui a changé pour toi pendant, enfin, pendant et après ce bootcamp? Et ben, c'est plus de structure, tout en restant simple. Moi, si c'est compliqué, je lâche l'affaire tout de suite, en fait. Ouais. Donc, que ce soit simple, accessible et actionnable tout de suite par des petites choses. Et c'est ce qui m'a plu. Et donc, j'y ai trouvé ouais, de la structure, de l'inspiration et de la simplicité pour faire les choses à sa sauce. Hmm. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Tu as fini le programme et t'as fini le programme. Qu'est-ce que tu retiens en quelques mots de ce programme et surtout pour toi, je parle vraiment. Tu te Mm. dis, ok, maintenant, je sais ce que je fais et vers où je vais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, quoi? Euh, je retiens que c'est fondamental de se faire accompagner quand on se lance. Et même après, enfin petit à petit, quoi, par étapes. Euh, j'en retiens que c'est un levier de motivation. Euh, j'en retiens que faire une page de vente, c'est pas compliqué, alors que je suis pas du tout geek, alors que ça me faisait très très peur, et que non, c'est simple. Ça peut être, ça peut être efficace et simple, et ça peut être fait dans le plaisir aussi. Donc c'est pas forcément
ardu, c'est pas forcément éprouvant. Voilà, ça peut être dans le plaisir, ça peut être. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le bootcamp, c'est toute l'inspiration aussi des personnalités que tu nous fais rencontrer aussi, de qui tu t'entoures, toi, et l'émulation du collectif. Ce que je vais te demander, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de l'aspect collectif? Parce que souvent, dans un accompagnement, on se pose la question, est-ce que je vais dans du collectif ou de l'individuel? Enfin, il y a souvent ces questions qui reviennent. Toi, tu as pensé quoi de l'aspect collectif? Bah, pour un accompagnement sur l'entrepreneuriat, et je trouve que pour moi, c'est essentiel. Hmm. Parce que je suis sensible euh, à la motivation qui vient des autres. Je, ce serait par exemple de dire influençable dans le bon sens du terme. Tu vois. L'émulation du groupe, la dynamique de groupe, les ateliers de groupe, voilà, ça, moi, en tout cas, pour moi, ça me permet d'aller plus haut. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux coachs qui démarrent? Euh, quelles sont les erreurs quelles sont les erreurs que tu as pu faire et que tu as envie de leur dire de ne pas faire à tous ces coachs qui démarrent, dont, dont on a tous fait partie, hein. Mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces coachs-là? Euh, le truc le plus important pour moi, c'est de se faire accompagner et de ne pas rester seul. Mm. Se faire accompagner par un coach ou par, je sais pas, la CCI de sa ville, j'en sais rien, mais se faire accompagner par quelqu'un, par un dispositif, et je et à chaque étape, c'est-à-dire que de regarder un minimum euh, et de trouver l'adéquation entre le besoin du moment, c'est-à-dire le lancement, bah, se faire accompagner au lancement, c'est pas pareil que de se faire accompagner un an après le lancement. Mm. Donc, ça sera pas le même coach, ça sera pas le même genre d'accompagnement. Mais se faire accompagner, ne pas être seul, franchement, je crois que c'est le truc numéro un. Et c'est bien de rappeler les dispositifs qui existent aussi en niveau local. CCI, réseau, club, il y a plein de choses aussi qui se font et qui sont très bien. Hum. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fille, à la petite fille qui était très sage? Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah bah, finalement, elle a réussi à aller vers, vers cette voie empreinte de tout ce qui est humain. Moi, j'étais fascinée plus jeune par les maladies mentales. Donc, voilà, à 18 ans, je voulais faire psycho, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Mais j'ai envie de dire à la petite fille, écoute-toi un peu plus. Et qu'est-ce qu'elle te dirait? Écoute-toi et fais-toi entendre un peu plus. Et qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle me dirait, ouais, je suis d'accord, mais bon, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent qu'avec la maturité de l'âge aussi. Donc en fait, mais vraiment j'ai aucun regret. Aucun. Hmm. Je suis pas sûre qu'en faisant psycho à 18 ans, ça m'aurait aidé, hein. Hmm. Je suis pas sûre. Donc tout vient à point. Que tout vient à point. Mm. Comment tu vois la suite pour ta boîte? Comment je vois la suite pour ma boîte? Je la vois, toujours autour des rencontres,
des rencontres aussi bien euh, par les personnes qui peuvent m'inspirer euh, et m'aider dans mon cheminement comme tu l'as été, que des rencontres avec des coachés qui vont aussi me faire grandir. Hmm. Oui, les clients sont aussi des coachés. Enfin, sont Voilà. aussi des personnes qui font grandir, pardon. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Donc, je vois ma boîte faire, faire sa petite place dans mon cœur de plus en plus. Euh, et toujours me nourrir, me porter et, pour me permettre d'incarner Hmm. ce que faire, quoi. Aujourd'hui, tu es à l'aise pour aller parler à tes prospects, aux personnes qui pourraient devenir tes futurs clients? Ça dépend des fois. Ouais. Ça dépend des fois, en fait. Euh, Ça dépend de mon énergie quand je me lève le matin. Ouais, ça dépend aussi de mon état, en fait. C'est, J'aimerais bien être, entre guillemets, plus, plus linéaire dans mon énergie, plus. Mais ouais, non, je suis pas au taquet tous les jours, quoi. C'est Donc, OK. je fais avec. Ouais. Bah, c'est OK, c'est important de se le dire. Ouais, ouais. Et puis de déculpabiliser aussi. Enfin, je veux dire, c'est comme dans le salariat. Je mets au défi quelqu'un de me dire ouais, ouais, moi, je suis au taquet tous les jours. Hmm. Bah non. Bah alors, quand on est entrepreneur, ça change pas. Même si c'est son projet de cœur, qu'on affectionne la liberté qu'on a tant voulu acquérir. Mais on peut pas dire qu'on est au taquet tous les jours. On n'est pas en super forme tous les jours, c'est pas vrai. Bah voilà. Hmm. C'est important d'être sincère avec soi-même et les autres aussi, comme tu le fais. Mhm. Et c'est ce que j'encourage, c'est ce que j'invite à faire avec les personnes qui passent au micro du podcast, que ce soit des invités classiques ou des personnes, des coachs qui sont passés par le bootcamp comme toi ou Isabelle, Nancy, d'autres avant toi. Mhm. Euh, c'est pas, c'est vrai que les réseaux sociaux amplifient ce côté tout est beau, tout est bien, tout marche. Non, Mhm. la vie, c'est les hauts et les bas, et puis les bas, faut les accepter, c'est pas grave. Et je trouve que c'est important d'avoir cette sincérité et pas avoir Ouais, cette comparaison et ces fausses promesses qu'on a partout aussi, quoi. c'est important, encore plus pour les hypersensibles, euh, d'accepter et de montrer. Moi, j'ai pas de souci à montrer la vulnérabilité. euh, voilà, je pense que voilà, les personnes qui me lisent régulièrement pourront le dire. Voilà. Quand ma fille fait une phobie scolaire et que c'est super dur au quotidien et que j'ai plus de jus, j'ai plus de Hmm. jus pour le reste, bah j'ai plus de jus pour le reste. La priorité à ce moment-là, c'était ma fille, c'était pas le coaching. Hmm. Et c'est chouette que tu aies osé nous en parler et m'en parler pendant cette période-là, parce que, comme tu dis, il faut savoir libérer les choses et puis en parler, quoi. Ouais, et puis je me souviens d'une séance de coaching avec toi à ce moment-là, d'ailleurs, Hmm. qui m'a marqué. Et pourtant, elle a duré 20 ou 30 minutes, hein, Cédric. Je m'en souviens très bien au mois de décembre. Euh, Si on n'accepte pas de parler de sa vulnérabilité, on pense qu'on est seul à pouvoir s'en sortir. Et donc, en fait, pour moi, c'est de l'ego. C'est de la Hmm. toute-puissance mal placée. Hmm. Je suis d'accord, ouais. Voilà. Accepter C'est, qu'ils peuvent nous aider et nous donner un coup de main, que ça peut arriver, quoi. ouais, et puis c'est cool. Non, enfin, puis moi, c'est comme ça que je vois c'est comme ça que je vois l'accompagnement. C'est pas juste, c'est aussi, le coaching, c'est une rencontre avec des personnes. Donc, il y a des moments de vie qui apparaissent dans ce que l'on doit faire, et c'est bien de c'est bien de les identifier et puis de leur laisser une place. Comme tu as osé le faire et comme on l'a fait ensemble en coaching, et c'est ok, et ça fait du bien. Et moi, j'aime toujours faire ça avec mes coachés. Donc, non, c'est certain. Je te pose deux, trois questions. Euh,
Oui, rapide. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Virginie? la dernière fois que j'ai pleuré, bon, je sais pas, hier, avant-hier, c'est tous les jours ou presque, donc c'est pas difficile. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand ça va pas? Comme musique. J'écoute France Gall, Vanessa Paradis, j'écoute Serge Gainsbourg, Laquelle de France Gall? Résiste. Ça, oui, c'est à propos, j'allais dire, quand ça va pas. Ouais. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Ou un film? Alors, bah, très orienté sur les hypersensibles, du coup. Euh, j'ai lu il y a pas longtemps le livre de Maurice Barthélémy, qui était un, un des mecs de la troupe des Robins des Bois. J'étais fan, hein. Ouais. Bah écoute, c'est une troupe d'hypersensibles a priori, hein. En tout cas, lui l'est, et il a écrit Ah, un bouquin avec aidé d'une coach d'ailleurs, parce que c'est elle en fait qui rédige, qui s'appelle Fort comme un hypersensible. sympa. Et, euh, et ben quand on est hypersensible, on s'y reconnaît, euh, même si c'est la vision masculine, on s'y reconnaît beaucoup. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce bouquin. Ouais, super. Et le film, il y a un film, j'aime bien. Ça s'appelle Oui mais avec Gérard Jugnot. Hmm. Ah, j'adore. C'est sur les jeux psychologiques, ouais. Ouais. Très, très, très bon film. Ouais, très bon film. Et ça montre ouais, les situations du quotidien où on va tous se reconnaître aussi, où parfois on donne un conseil à un ami et de toute façon, peu importe le conseil que vous allez lui donner, il va vous dire oui, mais je peux pas parce que tu comprends, il y a si. Non, non, mais oui, mais voilà. Triangle dramatique. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Euh, c'est marrant d'ailleurs, des fois je prenais des passages de ce film pour le montrer dans les formations de coaching quand j'étais responsable Complètement. de formation. Parce que pour le Oui, coup, ouais. c'est très adapté. Euh, Ça peut déclencher des déclics, quoi. hmm. En fait, c'est ça qui est rigolo. Virginie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce moment, merci pour ces 6 mois. Et comme tu le sais, le bootcamp, c'est jamais vraiment fini, puisque tu restes avec nous dans la communauté. Je suis toujours là pour toi, tu le sais. Bravo pour tout ce que tu as réalisé. Je suis super fier de ton parcours. Je suis super fier d'avoir pu accompagner une femme entière, authentique et sincère, qui ose dire quand ça va pas, mais qui avance, qui a le souci de bien faire les choses pour les personnes qu'elle accompagne, qui a le souci de bien aider les hypersensibles et ses clientes et ses clients euh, hypersensibles, hyperactifs parce que tu as traversé ça et que tu le vis au quotidien et que donc tu es la mieux placée pour aider les personnes à le faire aussi. J'ai vu ton évolution et franchement, la boîte que tu veux qui prenne de la place dans ton cœur, elle est là et elle va prendre de la place, c'est certain. Mhm. Donc beaucoup de fierté en te voyant évoluer et progresser. Je te laisse le mot de la fin, Virginie. Le mot de la fin, c'est surtout merci à toi, encore une fois, parce que ça a été une super aventure. Euh, Merci à toi aussi d'être comme tu es, comme tu es dans le bootcamp, comme tu es en podcast, comme tu es dans la rue, comme tu es en visio. Voilà. Il n'y a pas plusieurs Cédric, il n'y en a qu'un seul. Et ça, c'est, c'est super agréable, c'est simple, c'est spontané. Et moi, c'est ce que je recherche aussi dans mes rencontres. Donc, merci de ta générosité parce que le bootcamp, voilà, c'est des choses écrites sur le papier au début sur un programme, mais en fait, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire que dès que tu as l'occasion, toi, Cédric, de nous faire rencontrer des gens qui peuvent être inspirants pour nous, tu le fais sans te demander ah ouais, mais c'était pas prévu. Mais non, tu t'en fous, tu rajoutes de la valeur et que tu peux en rajouter. Donc, ça, c'est hyper important et on le sait tous, quoi. Et puis,
moi, j'ai du mal à dire au revoir ou à fermer quelque chose. Et le fait de pouvoir rester dans la communauté du Bootcamp alors que j'ai fini le programme, eh ben, c'est un gros avantage parce que j'avais pas du tout envie de dire au revoir, quoi. Donc, voilà. Le mot de la fin, c'est merci à toi. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me touche le fait que tu dises que je sois pareil partout, c'est le but, effectivement. J'essaye. Euh, Merci beaucoup. On te retrouve sur LinkedIn, c'est ça? Si on veut te contacter pour travailler sur son hypersensibilité et en faire un talent. Ouais, exactement. Essentiellement sur LinkedIn et un petit peu sur Facebook, mais voilà, ça va monter en puissance, mais j'en parlerai bientôt sur LinkedIn pour qu'on puisse aussi me Hmm. retrouver sur Facebook pour ceux qui veulent. Super. Merci beaucoup, Virginie. Et puis à très vite pour un café au lac d'Annecy. Et bien sûr à Annecy, dans mon lac. Allez, je te le laisse. Merci beaucoup, Virginie. À très Allez, vite. Cédric. Bye.